Bonjour tout le monde. Donc, pendant que tout le monde se connecte, si vous êtes à l'aise, là, je vous invite à peut-être vous présenter dans le chat, mettre vos pronoms, votre nom, si ça s'applique le groupe militant dans lequel vous vous impliquez, juste pour que ce soit cosy puis qu'on puisse apprendre à se connaître. Si vous êtes à l'aise, bien entendu. Puis sinon, ben, je vais me présenter. Moi, c'est Florence. J'utilise le pronom elle. Puis je m'implique dans la sève et je suis employée du Hub de mobilisation pour la justice climatique qui est co-organisateur de cet événement aujourd'hui. Puis avant de laisser la parole à Albert et à Frédéric ensuite, je voulais juste parler un petit peu vite de c'est quoi le hub. Dans le fond, le hub, c'est une structure de soutien qui est conçue pour les activistes, les militants, militantes, pour la justice sociale et la justice climatique à travers le Québec et le Canada, donc en français et en anglais. Et dans le fond, comment on fonctionne, c'est vraiment, on essaie le plus possible d'être à l'écoute des besoins des groupes militants. Donc, que ce soit un besoin dans, par exemple, la structure d'un groupe ou régler les problèmes, genre les chicanes dans les groupes, etc. Ben, nous, on va essayer de répondre à ces besoins-là à travers des ateliers, des conférences, etc. Donc, ouais, sans plus tarder, je vais laisser la parole à Albert, puis ensuite à Frédéric. Bonne conférence. Bon, bonsoir tout le monde, moi c'est Albert, je suis du pronom Yel ou Il. Je suis un militant de la Coalition étudiante pour un virage environnemental et social, la SEV. Donc, brièvement, la SEV qui organise cet événement-là aujourd'hui résulte de l'union des groupes militants pour la justice climatique dans les écoles secondaires, dans les cégeps, puis dans les universités qui se sont unis sous un seul et même nom. Donc, on est actifs et actives à Montréal, Québec et Sherbrooke. On est derrière une variété d'actions, notamment les manifestations mondiales pour le climat qui sont appelées au niveau international par Fridays for Future, qu'on organise au niveau régional, puis plein d'autres affaires selon au gré du vent. Donc, c'est ça, pour nous, c'était super C'est important parce super qu'on important organise. parce qu'on organise. Oups, je m'entends, j'ai un écho de moi-même. OK. Donc, on organise souvent des événements, puis je pense que c'est pas nécessairement le. En tout cas, souvent, on constate que dans les groupes militants aussi avec lesquels on travaille, c'est pas des savoirs, l'inclusion des personnes euh, qui sont. En tout cas, l'accessibilité, c'est pas nécessairement quelque chose sur lequel il y a suffisamment d'informations. Je pense qu'on s'est souvent fait reprocher des erreurs en tant que mouvement environnemental en général par le passé. Donc, c'est important de comme, prendre ce moment-là pour avoir cette information puis réfléchir à comment on va bien pouvoir l'intégrer dans nos pratiques ensuite. C'est pour ça qu'on a voulu travailler avec le Hub aussi pour que ce soit un appel plus large puis que tout le monde puisse se joindre. Donc, sans plus tarder, je vais céder la parole à Frédéric Vachon, qui est de l'organisme Execo, qui nous fait la faveur d'être ici. Je pense que tu vas mieux te présenter que moi, si ça te convient. Oui, je peux faire ça, pas de problème. Bonjour tout le monde. Donc, mon nom est Frédéric Vachon. Je suis organisateur communautaire pour l'organisme Execo. J'aurai la chance de vous présenter un peu Execo dans quelques moments. Mais je vais quand même prendre le temps de me présenter un petit peu avant de commencer à vous présenter un PowerPoint puis rendre ça un peu trop formel. D'abord, j'utilise les pronoms il. Je suis un homme cis. Je suis habitant à Montréal. Sur les territoires autochtones, moi, que je ne prononcerai pas le nom parce que je n'ai pas appris la prononciation encore, malheureusement. Ce sera à faire très prochainement. Je travaille chez Execo depuis environ 1 an, donc je suis encore un petit nouveau dans l'organisation. Mais je suis content de voir, je regarde le chat depuis le début, là, quand les gens commençaient à se présenter, puis je vois des gens de toutes sortes de milieux, puis je suis vraiment content parce que je m'attendais à être quoi de plus militant, un petit groupe peut-être un peu plus réduit, puis là, tout d'un coup, on se rend compte qu'il y a des gens un peu partout dans la province, puis même à l'extérieur de la province. Ça, c'est super. Je vais revenir en fait vers moi. Fait que moi, à la base, je suis gérant de formation, un peu ironiquement. Je m'intéressais surtout à la géographie culturelle, notamment, puis je travaillais sur la communauté LGBTQIA+. J'ai travaillé dans le domaine des écoquartiers, donc en environnement. J'ai travaillé dans le milieu aussi de l'abolitionnisme carcéral. J'étais un peu touche à tout. Puis,
quelque chose qui est assez important pour moi, qui est en fait essentiel pour moi, devrais-je dire, c'est la justice sociale. Puis, je suis absolument solidaire du mouvement écologiste, du mouvement environnementaliste. C'est d'ailleurs pour ça que je suis ici ce soir. On a discuté un peu entre le SEV et moi. Execo a voulu participer à une action, on n'a pas pu malheureusement parce qu'il manquait quelques détails organisationnels pour rendre ça possible. Fait que, on peut charler, on peut critiquer puis être toujours sa défensive, mais je me dis aussi bien en profiter pour créer un moment rassembleur, essayer de faire des ponts des différents mouvements. Parce que des fois, malheureusement, on travaille un petit peu en silo. Puis je pense que c'est important de créer des ponts. Moi-même, je suis cycliste, puis j'apprécie beaucoup ce que Projet Montréal fait, par exemple, pour l'avancée du vélo, mais des fois, ça crée des problèmes, par exemple, avec le mouvement des personnes en situation de handicap, quand on ne réussit pas à se rejoindre des fois sur les aménagements qu'on veut, par exemple. Je vois que des gens continuent de se présenter, c'est super. Je vois qu'il y a des gens aussi qui sont experts dans le milieu du handicap. Si jamais je fais des impairs, si jamais j'oublie des informations, n'hésitez pas à me corriger. Collègues et collègues, collègues de ce milieu-là, je suis certain qu'il y a des gens qui sont super qualifiés qui pourraient peut-être ajouter à ce que je vais dire. Parce que je vous dis, moi, ça fait 1 an que je suis dans ce milieu-là, je suis encore un petit peu nouveau. Puis habituellement, chez Execo, on est moins dans les présentations, les ateliers à l'extérieur. On travaille surtout pour nos membres. En fait, je pourrais commencer à présenter ça quant à continuer à parler sans support visuel. Donnez-moi 2 petites secondes. Donc, vous devriez voir la présentation, si je ne me trompe pas. Je vais prendre pour acquis que oui. Donc, c'est ça. Moi, je travaille, c'est ça, pour l'organisme Execo. En fait, Execo, c'est un organisme qui date de très longtemps, là. On parle d'un organisme qui a été fondé en 1980 à Montréal. En fait, Execo, c'est un organisme de défense collective des droits qui se consacre à la promotion et à la défense des droits, évidemment, des personnes en situation de handicap. Juste tasser quelque chose de mon écran, parce que je ne vois pas bien. OK, super. Donc, une de nos valeurs centrales, en fait, chez Execo, c'est l'enjeu de l'accessibilité universelle, puis de tous les moyens possibles, ainsi que l'inclusion sociale des personnes en situation de handicap. Donc, on s'intéresse à beaucoup d'enjeux, notamment, on s'intéresse aux questions du transport, les questions de la vie municipale, sur la participation des citoyens en situation de handicap aux différentes sphères de la vie à Montréal, aux enjeux de santé et sociaux notamment, qu'on parle de l'accès aux services, qu'on parle du soutien à domicile notamment. On s'intéresse aussi aux questions d'habitation, question de s'assurer en fait que les logements auxquels on a droit en tant que citoyen, que les personnes en situation de handicap y aient accès aussi. Qu'on parle par exemple de HLM, qu'on parle de coopératives, qu'on parle de logements privés, on touche à tous ces domaines-là. Puis on s'intéresse aussi aux enjeux de parentalité, notamment des sujets qui sont assez peu traités, là, malheureusement, dans la société civile, les questions, par exemple, des parents en situation de handicap. Souvent, quand on entend parler de parentalité en situation de handicap, c'est souvent des enfants handicapés. Nous, on essaie aussi de supporter, en fait, les parents qui ont des enfants, mais qui sont eux-mêmes en situation de handicap, qui vivent des enjeux assez particuliers. Puis, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de groupes qui s'intéressent à leur situation. Nous, on a des travailleurs qui se penchent sur cette question-là. D'ailleurs, on est une organisation qui essaie autant que possible d'être horizontale. Donc, on a un conseil d'administration composé de membres qui sont des personnes en situation de handicap essentiellement qui vivent à Montréal. Puis, on fonctionne par comité. Donc, nos militants s'impliquent chacun dans un comité selon la thématique qui leur intéresse. Puis, on a une équipe d'agents de défense collective des droits qui les supporte dans leurs revendications. Donc, nous, on ne fait pas vraiment d'accompagnement auprès des personnes en tant que telles. On travaille vraiment en défense collective des droits. Ce qui veut dire qu'on organise des manifestations, on organise des actions dérangeantes pour produire le changement social qui va permettre d'atteindre l'activité universelle et l'inclusion sociale des personnes en situation de handicap. Un gros préambule pour vous présenter l'organisme, mais je pense que c'est important parce que c'est pas nécessairement un milieu qui est très connu. Moi-même, avant d'arriver chez Execo, je ne connaissais pas très bien le milieu des personnes en situation de handicap et les différents organismes qui existaient. Fait que si je peux vous faire connaître mon organisme un petit peu, tant mieux. Vous pourrez vous rappeler de ce nom-là. Surtout qu'on a 2 Execo à Montréal. Là. Il y a un autre Execo qui est plus en médiation culturelle. Souvent, les deux se confondent quand on parle d'Execo. Fait que nous, on est le vieil organisme qui fait la défense collective des droits pour les personnes en situation de handicap. Si jamais vous voulez lire un petit peu plus là-dessus, n'hésitez pas à aller voir notre site Internet. Là. On va encore plus loin dans la présentation, puis dans nos valeurs, etc., puis notre fonctionnement. Là. Ça peut être intéressant là, si c'est un sujet qui vous tente. Fait que,
comme je vous disais plus tôt, nous, le but à la base, quand on a passé à la présentation, quand j'ai rencontré Sèvres notamment, c'était comment on peut faire pour que les groupes en situation de handicap, que les citoyens, que les militants en situation de handicap puissent participer aux actions qui sont organisées par le SEV. Comment s'assurer en fait qu'il n'y a pas d'obstacles qui se présentent et qui fassent que nos membres, les militants qui sont en chaise roulante, qui sont à mobilité réduite, qui ont un handicap visuel ou auditif, qui puissent participer malgré tout. Parce qu'on ne se le cachera pas, les enjeux environnementaux, c'est un enjeu existentiel. Là. Je vous l'ai dit tantôt, j'ai travaillé pour les écoquartiers, fait que les valeurs environnementalistes et écologistes sont essentielles pour moi. Puis, dans la situation actuelle, malheureusement, on le sait tous, on se dirige vers un monde de crise, un monde de changement assez important avec les changements climatiques, avec la destruction des écosystèmes, etc. Puis, c'est des questions qui intéressent aussi les personnes en situation de handicap. C'est sûr que souvent, les obstacles auxquels font face les personnes en situation de handicap, c'est des obstacles qui touchent leurs besoins primaires, là, que ce soit le droit, l'accès au logement, d'avoir accès à des soins qui sont adaptés à leur situation. Fait que souvent, il faut passer par-dessus ces premières étapes préliminaires-là pour pouvoir militer dans d'autres causes. Ça arrive que nos membres soient vraiment concentrés sur la cause qui les concerne directement, mais ça n'empêche pas que plusieurs de nos membres sont portés par des valeurs environnementalistes ou écologistes, puis veulent participer au mouvement citoyen pour faire bouger les choses, hein, pour qu'on puisse enfin mettre en place la transition écologique qu'on a tous et toutes besoin. Là. J'ai mis beaucoup de mots au travers de cette petite phrase-là que je vous présente, là, mais c'est un peu ça le but aujourd'hui. Je veux vraiment qu'on regarde ensemble à trouver les moyens en fait, pour que les personnes sur handicap puissent participer à vos actions. Comment on va faire ça? D'abord, on va s'intéresser à des petites questions théoriques sur l'activité universelle, parce que c'est une valeur qui est super importante pour nous, ex-aequo, mais pas toujours bien comprise. Je vais essayer de vous présenter ça un petit peu, puis en quoi elle est différente de d'autres concepts qu'on connaît à ce sujet-là. Je vais vous présenter un peu de données aussi sur les personnes en situation de handicap, qui elles sont notamment. Puis ensuite, on va rentrer vraiment dans le cadre du sujet, là, soit comment on peut faire pour rendre nos actions accessibles pour les personnes en situation de handicap. J'ai séparé ça en deux, là, grosso modo. Là. On va s'intéresser d'abord à ce qui est plus interne, comme les réunions, les congrès, conférences. Là. Quand on veut des militants, on ne veut pas juste des militants dans la rue qui participent à nos actions, mais ça prend aussi des gens qui sont dans les coulisses, qui participent à l'organisation des événements. On veut des militants, des leaders notamment, là, qui vont participer à nos réunions, qui vont participer à la planification de nos événements. Fait que, comment on peut s'arranger pour que nos locaux, nos activités ne créent pas de barrières quand on veut des militants qui participent à ce niveau-là. Puis ensuite, on va s'intéresser plus au niveau de l'action politique directe, là, je pourrais dire, c'est-à-dire comment on peut s'arranger pour que les grandes actions qu'on organise, les actions dérangeantes, les manifestations, etc., elles soient accessibles aussi à ce niveau-là. Puis enfin, je vais vous offrir peut-être quelques pistes de ressources, là, mais il va en avoir tout au long de la présentation également. Là, mais si vous voulez, on pourra conclure puis avoir quelques échanges si ça vous intéresse. Puis je peux essayer de répondre à vos questions autant que possible. Là. C'est sûr que ma présentation ne sera pas nécessairement exhaustive. Là. Ça reste une présentation qui donne des grandes orientations, des conseils aussi pour rendre vos activités accessibles, mais n'empêche que nous, à ex-aequo, on a développé un guide que je pourrais vous envoyer par la suite qui donne les grandes lignes de qu'est-ce qu'on devrait garder en tête en fait quand on organise des activités et qu'on veut les rendre accessibles. Pardon. Puis, il y a d'autres partenaires qui travaillent avec nous sur d'autres sujets. Eux aussi ont développé des outils. Fait que je vous inviterai à acheter un coup d'œil si vous voulez vraiment rentrer dans le détail. Ces outils-là existent. Fait que, commençons. D'abord, je me demande, si ça serait une activité en expression populaire autonome, j'aurais voulu qu'on soit en cercle et qu'on échange un petit peu là-dessus, mais avec Zoom, c'est un peu plus difficile, fait que ça va rester un peu plus dans un format conférence, je pourrais dire. Mais je vais vous donner quelques pistes quand même. Là. C'est-à-dire que qu'est-ce que sont les personnes en situation de handicap? C'est une grande catégorie, ça englobe beaucoup de choses, puis souvent on a l'image de la personne en chaise roulante, mais ce n'est pas nécessairement que ça. En fait, des handicaps, il y en a plusieurs. Il y a des handicaps au niveau de la mobilité, la motricité, c'est-à-dire manipuler avec
manipule des choses avec ses mains notamment, des handicaps visuels, des handicaps auditifs, psychiques et intellectuels. Quand je dis psychique, c'est par exemple des problèmes notamment peut-être de dépression, de bipolarité par exemple, ou de ce genre de handicap-là qui peuvent avoir un impact en fait sur notre participation à la société quand il y a des barrières capacitistes derrière. Puis au niveau intellectuel, ben, c'est plus au niveau, c'est ça, de la déficience intellectuelle, là, pour différencier les deux. C'est pas tout à fait la même chose. C'est pour ça qu'on nomme les deux. Nous, chez Execo, on ne couvre pas l'ensemble de ces handicaps-là. Nous, on est particulièrement spécialisé au niveau du handicap physique. Donc, principalement des questions de mobilité. Ça n'empêche pas, par exemple, que nos membres sont touchés par divers handicaps. Puis il peut y avoir des membres qui n'ont pas nécessairement d'handicap moteur qui participent quand même à nos activités. Mais nous, c'est vraiment au niveau de la mobilité, d'handicap physique avec lequel on travaille, pour lequel on a une spécialité. Mais ça n'empêche pas qu'on travaille avec d'autres groupes qui sont spécialisés sur ces autres formes de handicap-là. Puis également, notre groupe, nos membres, nos militants, ce n'est pas un groupe homogène non plus, là, vous pouvez vous en douter. En fait, c'est ça qui est intéressant. Moi, quand on m'a présenté l'organisation, on me disait tu vas travailler autant avec des gens qui n'ont pas terminé leur secondaire, qui n'ont pas terminé leur primaire, qui vivent l'alphabétisme, par exemple. Tu vas travailler aussi avec des gens qui ont des postdoctorats. Là, des fois, c'est de joindre les deux côtés, c'est d'apprendre à parler de manière moins complexe des fois, d'être synthétique, de ne pas utiliser un langage trop académique. Puis j'ai un mauvais travers personnellement d'être un peu académique à l'occasion, fait que faut matcher là-dessus, mais c'est ça. C'est ça pour dire que nos membres viennent de divers milieux, là. Il y a des gens qui sont sur l'aide sociale, qui sont en situation de handicap, il y a des gens qui ont un emploi, des fois des emplois plus manuels, des fois des emplois plus intellectuels, des décideurs, des décideuses. Il y a des politiciens aussi, hein, comme Laurence Parent chez Projet Montréal qui a été élue cette année, puis il y en a une autre avant elle aussi qui sont politiciens, qui sont en situation de handicap. Il y a une diversité de genre aussi. Malheureusement, nous, on n'a pas un détail très précis là-dessus. Là. On est un peu old school, puis on sait qu'on en a des hommes et on a des femmes, mais on essaie de se sensibiliser aussi aux questions des personnes trans, notamment de la diversité sexuelle et de genre, d'expression de genre. C'est des sujets qu'on commence à aborder au sein même de notre organisation. Puis également, il y a une diversité au sein de nos membres au niveau des moyens. Vous allez voir, je vais dire souvent membres, là, mais il y a des fois une confusion. Là. Autant, ici, je parle notamment des personnes en situation de handicap, qu'ils soient membres ou pas d'Execo, ce n'est pas important. Là. Mais c'est celle que je connais le mieux, les membres d'Execo. Fait que c'est pour ça que j'ai tendance à dire ça plus souvent qu'autrement. Fait que pour résumer le tout, grande diversité au niveau du handicap, grande diversité aussi au niveau de la situation sociale. Fait que ça demande des fois divers types d'accommodements, divers types de mesures prises, diverses choses à penser quand on planifie une action dans ce contexte-là. Là. Donc, c'est pour ça qu'on peut se limiter à dire personne en situation de handicap, mais c'est un concept qui regroupe beaucoup de choses. Fait que c'est assez diversifié. Là. Quelques statistiques sur le sujet notamment, quand on parle de cité universelle, ce n'est pas un concept qui est nécessairement propre aux personnes en situation de handicap. C'est pour ça que je vous présente ces statistiques-là. En fait, c'est pour vous indiquer qu'on est une population vieillissante, puis les questions d'activité universelle vont devenir de plus en plus importantes, de plus en plus populaires ou plutôt essentielles parce que les questions d'activité universelle, on va le voir plus tard, mais ça ne touche pas seulement les personnes en situation de handicap, ça touche également notamment les personnes vieillissantes. Puis, on voit au Québec, là, en 2018, on a 1,6 million de personnes âgées de 65 ans et plus. C'est beaucoup de gens aussi que nos mesures touchent indirectement quand on milite en fait pour l'activité universelle. Puis on parle d'environ, en 2012, de 373 000 personnes qui sont en situation de handicap en 15-65 ans. Ce sont des vieilles statistiques, là, je vous l'accorde. Là, on parle de 10 ans pour 2012. Mais avec une population croissante, on est tenté de croire que c'est une population qui est encore croissante. Puis on le sait, là, le vieillissement des populations, c'est un fait avéré. Là. On le voit dans les tendances démographiques. Fait qu'on s'attend à ce que les enjeux justement d'activité universelle, d'adaptation deviennent de plus en plus importants. Là. Puis voilà. Fait que je vais sauter un peu plus au niveau théorique, là, soit les questions de définition. C'est assez important de différencier en fait deux concepts importants. Depuis le début de la présentation, je vous parle beaucoup d'activité universelle parce que c'est un concept évidemment qui est important, qui fait partie de notre mission chez Execo, mais elle se différencie avec l'adaptation. Puis je veux prendre le temps de faire une nuance entre les deux parce que ces deux concepts sont quand même assez différents l'un de l'autre.
D'abord, l'adaptation. En fait, l'adaptation, c'est souvent ce qui est requis pour les personnes en situation de handicap ou les personnes en perte de mobilité pour participer à des activités dans la situation actuelle. Quand on parle d'adaptation, c'est des petits changements qu'on va apporter à des choses pour, en fait, accommoder des personnes. C'est-à-dire que souvent, on va avoir une manière de faire les choses. Par exemple, on va communiquer d'une certaine manière, puis là, on va se rendre compte, dans notre public cible, il y a des personnes en situation de handicap, fait qu'on va produire une deuxième chose qui est similaire à la première pour que les personnes qui sont en situation de handicap puissent participer. Par exemple, je ne sais pas, ça pourrait être de faire une vidéo comme ce soir, faire une conférence, puis de l'envoyer, puis là, on se fait contacter par la suite, puis on se fait dire, ah, mais moi, j'ai un handicap auditif, fait que j'entends pas la présentation, j'ai juste accès au PowerPoint. Est-ce que vous pouvez faire une transcription peut-être de ce qui a été dit? Bon, ben, on va s'adapter, on va produire une transcription de la conférence, puis on va l'envoyer. Là, on a fait une adaptation. C'est-à-dire que le contenu à la base n'était pas accessible à tout le monde. Fait qu'on a créé, on s'est adapté, on a produit quelque chose de différent pour que des personnes puissent participer également, puissent assister, puissent comprendre ce qui a été présenté. Malheureusement, plutôt heureusement, ce n'est pas du point de vue, les adaptations, en fait, ça coûte assez cher parce qu'il faut toujours des fois faire des changements a posteriori de ce qui a été produit en premier. On n'a pas réfléchi en fait en amont à ce qu'on faisait. Donc, une fois que le produit est terminé, ben, on se retrouve avec des gens qui ne peuvent pas l'utiliser. Ça peut par exemple être un bâtiment. On peut avoir construit, par exemple, je ne sais pas moi, un triplex. Puis là, dans le triplex, on a décidé de mettre des escaliers à l'avant et à l'arrière. Puis on s'est dit, bon, ben, les gens vont pouvoir rentrer, vont pouvoir habiter là, puis ça va être réglé. Mais dans les faits, arrive une personne en situation de handicap qui veut louer le logement au deuxième parce que c'est lui qui s'est libéré cette année. Bien, là, malheureusement, le bâtiment n'est pas accessible. Donc, il va être nécessaire d'avoir une adaptation. Comment on l'a fait? Bien, ça peut être de construire un ascenseur, ça peut être une rampe si c'est au rez-de-chaussée, mais là, on a dit sur le deuxième. Ça ne va pas juste un ascenseur, ou la personne va être obligée d'aller ailleurs. On le voit en ce moment, la STM travaille à faire des adaptations à leur station de métro. Il y a plusieurs stations de métro qui sont en chantier actuellement pour faire des rénovations diverses, oui, mais souvent pour ajouter des ascenseurs. Puis là, ça coûte plusieurs millions de dollars, en fait, pour faire ces travaux-là, parce que la Ville de Montréal a évolué depuis qu'on a construit ces stations de métro-là. Il y a des bâtiments qui se sont construits autour, il faut faire des expropriations, il faut détruire la rue pour construire l'ascenseur. Fait que là, on embarque dans un processus où on dépense énormément d'argent et de ressources pour faire une adaptation que si en amont, on avait réfléchi à tous les cas possibles, on aurait pu créer quelque chose qui serait déjà accessible à tout le monde, puis on n'aurait pas eu besoin de faire ces adaptations-là. Ça sonne un peu abstrait, mais on peut y réfléchir aussi quand on organise un événement. Par exemple, je ne sais pas, moi, j'organise un colloque pour un événement, puis il y a des toilettes, tout est correct, mais arrive une personne en situation de handicap, hein, encore une fois, qui dit, ben, c'est bien beau tes toilettes, mais moi, j'ai déjà été à cet hôtel-là dans le passé où tu organises ton congrès, puis sont trop petites tes toilettes. Moi, mon fauteuil, il ne rentre pas. Qu'est-ce que je fais? Là, bon, ben, en tant qu'organisateur ou d'organisatrice, tu dis, bon, ben, je réfléchis à ça. Écoute, il y a un Tim Hortons de l'autre bord de la rue. Si tu veux, les toilettes sont accessibles là-bas. Là, on s'adapte, mais c'est pas vraiment payant pour vous parce que vous perdez une personne qui ne voudra pas faire ce trajet-là d'aller au restaurant d'en face pour aller aux toilettes alors que l'événement se passe dans un autre bâtiment. Fait que, encore une fois, on parle d'adaptation qui coûte du temps, qui coûte des ressources, qu'on n'a pas réfléchi en amont, puis c'est là qu'on est le plus perdant. C'est pour ça que chez Execo, on ne mille pas en fait, pour des adaptations, parce que les adaptations, souvent, les gens les font eux-mêmes parce qu'ils se rendent compte qu'ils ont perdu des personnes qui auraient voulu que ce soit leur événement, puis qui finalement, à cause d'un manque de prévision, manque de planification, bien, ils ont manqué l'occasion justement de rendre leurs produits, leur événement, leur bâtiment, etc., accessibles universellement. Ben, j'en ai nommé un petit peu. Là. Il y en a plusieurs des éléments d'adaptation. Ça peut être, par exemple, d'organiser une activité puis d'avoir placé les tables trop proches puis les chaises trop proches. Fait que là, il faut tout bouger. Des trucs peut-être plus au niveau de l'alimentation qui vont peut-être parler à certaines personnes. On organise un buffet, par exemple, puis on se rend compte qu'il y a des participants qui ont une intolérance au gluten. Bon, ben, on va essayer de trouver un repas, on va aller dépenser pour aller chercher un plat qui va pouvoir que la personne va pouvoir consommer, par exemple. Moi, je suis végane, fait que souvent, il faut que j'avertisse à l'avance parce que sinon, on me dit, ben, t'as peu, tiens, on va t'acheter un truc, puis arrange-toi avec ça. Là.
Ou encore, pour les personnes en situation de handicap, c'est souvent de se faire aider pour pouvoir rentrer dans un bâtiment parce qu'il n'y a pas de rampe à l'avant. Là, au niveau des organisateurs, il n'y a pas nécessairement de coût, mais pour la personne en situation de handicap, c'est de toujours réfléchir à bon, est-ce qu'il faut que je paye une préposée au bénéficiaire qui va m'accompagner à l'événement pour que je puisse avoir quelqu'un qui va m'aider à rentrer dans le bâtiment puis qui va pouvoir m'aider à manger ou des trucs comme ça? Ça devient compliqué, là. Nous, ça arrive souvent qu'on fait appel à ces ressources-là, par exemple les préposés, pour permettre à nos participants et participantes de participer à des activités. Et idéalement, dans toutes les situations possibles, on essaierait d'atteindre l'activité universelle pour pas que ce soit nécessaire, en fait, de passer à tous ces petits détails-là. Une fois que ton événement est accessible universellement, ben, tu n'as pas peur d'échapper personne. Puis là, ça paraît un peu utopique là, de penser qu'on peut accommoder tout le monde, puis je vous l'accorde, c'est un processus aussi. Là. Avec le temps, à titre de militant, à titre d'organisateur, d'organisatrice, à titre de personne qui produit quelque chose, qui produit un bâtiment, etc. Peu importe la fonction, on apprend de ses erreurs, on apprend du processus, puis on développe des réflexes. Puis c'est pas noir ou blanc, l'activité universelle, ça reste un idéal vers lequel on travaille, puis qu'on veut construire une société qui va être acceptée universellement, puis on se rend compte, on est assez conscient que ça ne sera pas du jour au lendemain que ces choses-là vont arriver. Mais Execo existe depuis 40 ans. 40 ans qu'on milite pour ces choses-là, fait qu'on est conscient que c'est un processus. L'activité universelle comme concept qui est plus complet peut-être que les adaptations, en fait, c'est un concept qui date déjà. Là. On parle d'une idée qui est apparue au cours des années 50, là, qui a été développée suite à une décision de la Cour suprême aux États-Unis en 54, là, relativement à l'éducation. On voulait, c'est ça, il y avait l'idée en tête que séparer les choses, ça ne crée pas une situation d'égalité, grosso modo. Là. Fait que c'est une idée qui s'inscrit grosso modo dans le mouvement des droits civils, là, qu'il y a eu plusieurs choses qui sont passées en même temps. Mais grosso modo, l'idée, c'était qu'on ne voulait plus être séparés, on ne voulait plus être ségrégués parce qu'on a un handicap, là, ou un peu à la manière de la question du genre ou la question raciale notamment, là, on voulait qu'à titre de personne, on participe aux mêmes choses que les autres personnes, aux mêmes choses que les autres citoyens. Au niveau de la pratique, je dirais, ça a été mentionné beaucoup plus tard dans le domaine de l'architecture, parce que c'est un domaine, en fait, où c'est super important l'activité universelle, parce qu'on parle de construction, on parle justement d'adaptation on parle par exemple, de l'ajout d'ascenseurs, des rampes, pour s'assurer que une porte soit au niveau du sol. C'est des choses qui sont super importantes en architecture, puis ça a sûrement été 30 ans plus tard que cette idée-là est apparue, en fait, dans le niveau de l'architecture. Puis nous, chez Execo, puis chez nos partenaires aussi, on essaie de faire connaître ce concept-là autant que possible parce que malheureusement, il y a encore beaucoup de choses qui s'organisent aujourd'hui qui ne sont pas acceptées universellement, malgré des luttes pendant des décennies pour s'assurer en fait que les personnes en situation de handicap ne soient pas mises à part de la société, mais qu'elles puissent participer au même titre que tout autre citoyen. Excusez-moi, je change de diapositive. Fait que je vais vous lire en fait la petite définition que nous, on utilise chez Execo. Elle a été développée en fait par le groupe Défi Accessibilité, le GDA. C'est une définition qui est reprise aussi par d'autres partenaires, mais elle couvre assez bien en fait tout ce que je viens de vous expliquer en une seule phrase. En fait, l'accessibilité universelle, c'est le caractère d'un produit, d'un procédé, d'un service, d'une information, d'un environnement qui, dans un but d'équité et dans une approche inclusive, permet à toute personne de réaliser des activités de façon autonome et d'obtenir des résultats équivalents. Donc, le but, c'est ça. Il faut vraiment garder en tête que le but, ce n'est pas juste d'avoir une personne avec soi, mais c'est aussi que cette personne-là puisse participer à toutes les activités au même titre que les autres personnes. Il faut quand même réfléchir beaucoup à qu'est-ce qu'on organise, comment qu'on le pense. Avoir des portes assez larges, c'est peut-être pas assez suffisant pour que l'événement qu'on organise dans une pièce, par exemple, soit accessible universellement. Est-ce qu'on s'est assuré qu'il y a des micros qu'on puisse déplacer facilement pour atteindre une personne qui est dans un fauteuil et qui ne peut pas se lever, par exemple? Est-ce qu'on a pensé au fait que les tables soient assez éloignées les unes des autres pour que la personne puisse circuler, par exemple? C'est toutes sortes de choses qui permettent en fait à la personne de pouvoir participer au même titre que les autres, puis de manière égale aux activités. Il y a environ 7 principes en général qui derrière en fait l'activité universelle, là, en plus de cette définition-là. Il y a l'utilisation par tous et toutes. Donc, tous peuvent utiliser le produit ou l'environnement sans égard à ses capacités. Il y a l'utilisation flexible, soit que le produit ou l'environnement répond aux différents besoins de la population.
Il y a l'utilisation simple et intuitive, soit que le produit ou l'environnement est facile à comprendre sans égard à sa capacité intellectuelle ou psychique, par exemple. Il y a une utilisation de l'information accessible, soit que l'information découlant d'un produit ou de l'environnement est facilement accessible, facile à trouver, ou facile à comprendre, facile à imprimer, etc., etc. Utilisation sécuritaire, il y a un droit à l'erreur. Si on utilise mal le produit ou le service ou l'environnement, ça ne met pas en danger sa propre sécurité. Par exemple, exemple d'adaptation qui pourrait ne pas être sécuritaire. Quand on met une rampe, est-ce qu'on s'assure que la rampe est assez large pour accommoder n'importe quel type de fauteuil, puis assez solide aussi? Est-ce qu'une erreur une erreur de déplacement va faire qu'une personne va tomber, par exemple, si la rampe n'est pas assez large? C'est des détails comme ça qui sont super importants. Une utilisation qui exige peu d'efforts physiques. Est-ce que le produit ou l'environnement est facile à utiliser? Est-ce que l'action engendre peu de fatigue? Puis enfin, utilisation et espaces accessibles, soit est-ce que tout le monde peut accéder à l'environnement et utiliser le produit sans égard au physique ou à la mobilité? C'est ça le principe qu'on peut garder en tête quand on organise un événement, par exemple, qu'on organise une réunion. Est-ce qu'on a produit, par exemple, des ordre du jour imprimés pour les personnes qui en ont besoin lors de la réunion pour pouvoir suivre, par exemple, qui ne sont pas capables de se rappeler ou d'avoir accès à un cellulaire facilement pour pouvoir suivre les documents qu'on a envoyés? Est-ce qu'on s'est assuré que il n'y a pas un labyrinthe à traverser pour se rendre au local, par exemple, d'une réunion? C'est des petites choses comme ça qu'on doit garder en tête. Fait que là, je vous ai présenté un peu le contexte théorique. Là. On a regardé la définition d'acceptation universelle, on a parlé d'adaptation, je vous ai présenté grosso modo qui sont les personnes en situation de handicap comme groupe. Hein? Maintenant, on va s'intéresser un peu plus au sujet plus important, là, soit comment organiser des événements accessibles, puis après ça, en fait, ça va être séparé en deux parties. Comme je vous disais plus tôt, on va commencer par les événements intérieurs. Fait qu'on va s'intéresser d'abord à tout ce qui est congrès, conférences et réunions. Puis un peu plus tard, on va revenir plus sur les actions politiques en soi, là, comme les manifestations. Donc, une des premières choses importantes à garder en tête quand on organise une réunion, par exemple, une action communautaire, une mobilisation à l'intérieur, c'est le choix du lieu de la réunion. C'est super important, en fait, qu'une personne en fauteuil roulant, par exemple, peut entrer dans l'immeuble et circuler dans toutes les pièces où se déroule l'activité. C'est difficile d'aller plus loin que ça et d'expliquer plus que ça. Là. Souvent, ça demande de faire l'expérience de l'accessibilité avec une personne. Je vais revenir là-dessus plus tard, mais si, disons, vous organisez une réunion, je ne sais pas moi, au deuxième étage d'un pavillon de l'UQAM, par exemple, est-ce que la personne va être capable de se rendre? Est-ce qu'il y a un ascenseur? Est-ce que l'entrée est accessible? Est-ce qu'il y a des marches à monter, etc., etc. Ça peut arriver qu'il y en a. Il faut y réfléchir comment la personne va se rendre. C'est à garder en tête. Une fois qu'on a trouvé le lieu de la réunion, ça prend une infrastructure autour de ça, là, comme aller aux toilettes. Super important, là, on boit puis on va tous aux toilettes à un moment ou à un autre. Est-ce que les toilettes, elles aussi, sont accessibles? Parce que c'est bien beau pour pouvoir se rendre au local de la réunion ou au local du congrès, etc. Mais si la porte de la toilette n'est pas assez large, s'il n'y a pas de barre de soutien, par exemple, dans la salle de bain, est-ce que la personne va être capable de les utiliser sans aide? Parce que je suis conscient que probablement beaucoup de personnes au CEF, puis peut-être d'autres groupes plus affinitaires, vos ressources sont assez limitées. Vous n'avez pas nécessairement les moyens d'aller engager des préposés aux bénéficiaires qui vont accompagner vos militants et militantes qui auraient besoin d'aide pour aller aux toilettes s'ils ne sont pas accessibles. Il faut s'assurer que le local où on va faire notre rencontre, que les toilettes à côté soient accessibles, parce que sinon, on a besoin de ressources externes pour aider la personne. Puis ça peut faire que les militants, ils ne voudront pas participer parce que c'est trop compliqué pour eux de participer. Puis également, l'exclusion universelle, je l'ai souligné tantôt, là, je ne vais peut-être pas rentrer en détail, là, mais je me souviens plutôt qu'il y a de plus en plus d'enfants, de plus en plus de personnes âgées, mais l'activité universelle, ça touche aussi ces personnes-là. Ça touche aussi les familles, puis c'est important de réfléchir aussi aux poussettes, par exemple. Si on veut que, par exemple, il y ait plus de femmes ou de parents qui participent à nos activités, ça peut être important aussi de penser à des lieux où on peut emmagasiner des choses comme les poussettes. Où il y a certains de mes membres, par exemple, des personnes en situation de handicap, qui n'ont pas nécessairement besoin d'être toujours assis dans leur fauteuil motorisé, mais des fois, ça peut être plus intéressant pour eux de pouvoir s'asseoir sur une chaise ordinaire. Est-ce qu'il y a un espace pour laisser leur fauteuil, par exemple? Ça peut être de quoi qu'on peut réfléchir quand on organise une réunion ou un colloque, etc. Ça, c'est un exemple, en fait, qui est tiré de notre guide. C'est le plan, en fait, d'une toilette qui serait accessible,
Fait que, on va décider de viser en général environ 800 mm de largeur pour la porte. C'est assez technique comme truc, là. Mais pour que c'est environ la largeur minimale, en fait, pour qu'un fauteuil typique puisse rentrer sans problème, là. Puis vous voyez, là, il y a des mesures qui sont prises pour la distance, par exemple, à la barre d'appui, la disposition de la toilette, etc. Je comprends que beaucoup d'entre vous, à titre des militants, vous n'avez pas les ressources de nécessairement vérifier avec une règle toutes les parties d'une salle de bain, mais si vous pouvez au moins vérifier la largeur de la porte et idéalement avoir une personne sans handicap qui peut confirmer pour vous qu'une toilette est accessible, je pense que c'est déjà le minimum. Mais si jamais parmi vous, il y a des gens qui vont finir par travailler peut-être dans le design, en architecture ou autre, là, on ne sait jamais où que la vie nous mène, ben, il y a des normes qu'on peut suivre en fait, pour s'assurer que nos toilettes sont accessibles, par exemple. Aussi, ben, les accès doivent être accessibles, peu importe le lieu qu'on l'organise. Souvent, il y a divers types d'entrées, puis les vieux bâtiments à Montréal, ça arrive souvent que le rez-de-chaussée, en fait, la porte soit plus haut que le niveau du sol. Il faut vérifier, en fait, si le bâtiment qu'on va organiser notre rencontre, ben, la porte est accessible au sol, s'il y a une rampe d'accès. Puis encore une fois, il y a encore le 800 mm qui rentre en compte, qui permet, en fait, de laisser la plupart des véhicules passer. Autant que possible, il faut s'assurer que le parcours qu'on va emprunter pour se rendre soit autant que possible accessible en soi, là. Par exemple, je vais prendre l'UQAM en exemple parce que je sais qu'il y a des gens de l'UQAM ici, là, mais on le sait, là, il y a beaucoup de chantiers ces temps-ci à l'UQAM. Je passe des fois dans le coin. Là, ben, quand on arrive à notre rencontre puis on se rend compte qu'il y a un nouveau chantier, il faut réfléchir justement, est-ce que l'entrée qu'on prend habituellement, elle est bloquée? Puis si c'est le cas, est-ce qu'il y a une autre entrée où que notre militant ou notre militante va pouvoir emprunter, pouvoir participer? Puis là encore, il faut essayer de voir est-ce qu'il y a un parcours du militant à emprunter? Est-ce qu'il faut passer sur des planches de bois qui passent par-dessus des trous? Si c'est le cas, ça se peut que la chaise roulante soit trop lourde en fait, pour circuler sur ces adaptations-là. Ça se peut que des petits travaux mineurs, quelque part dans le bâtiment, soient suffisants en fait pour faire que notre local n'est plus accessible. Il faut réfléchir peut-être à d'autres locaux pour organiser notre rencontre. Aussi, dans nos activités aussi, ça peut être intéressant d'offrir certains services en fait pour s'assurer que le maximum de personnes puissent participer. Ça peut être d'offrir un service de gardiennage parce qu'il y a des personnes en situation de handicap qui sont parents. Ça peut être d'offrir un service d'interprète pour les personnes qui soit ont des problèmes de langue, ils ne parlent pas la langue qu'on utilise couramment, c'est une deuxième, troisième langue pour eux. Ou encore ces personnes qui ont des problèmes auditifs, qui ont peut-être besoin d'avoir une personne proche qui leur chuchote qu'est-ce qui se déroule, etc. Si jamais vous avez à prévoir des déplacements, par exemple, ben, ça peut être nécessaire de prévoir des autobus, des poussettes d'enfants, par exemple. Puis aussi de réfléchir un peu aussi à la forme des repas, là. Pour essayer de détailler un peu plus ça, moi, par exemple, dans le temps des fêtes, j'ai organisé une fête pour mes membres. Question de briser un peu la monotonie l'hiver, puis juste célébrer le fait d'être ensemble malgré la COVID-19. Puis on avait été dans un restaurant, puis il fallait que je spécifie justement à la cuisine à l'avance que, par exemple, il y a certains de nos membres qui ont des problèmes de préhension. Pour eux, commencer à couper du steak, c'est une job. Fait qu'il faut qu'il y ait une alternative qui soit présentée à eux où ils n'ont pas nécessairement besoin d'avoir à couper chacun de leurs aliments. Encore une fois, je sais que c'est beaucoup de choses. Je vous donne ces informations-là. Si vous pouvez y penser, tant mieux. Si vous avez des repas organisés, ben, réfléchissez-y. Ça peut être bon de penser à des repas des fois qui sont plus simples à manger, qui ne nécessitent pas beaucoup de manipulation lors de la coupe, par exemple. Toutes des affaires qu'il faut garder en tête. Puis, des choses qui peuvent paraître évidentes, mais qui touchent l'acceptation universelle. Si jamais vous avez une liste de participants et de participantes à votre événement, ben, vérifiez aussi les allergies. C'est fou, là, mais il y a beaucoup de nos membres qui ont eux-mêmes des allergies, puis comme le reste de la population, c'est important d'y penser pour s'assurer que les gens ne se sentent pas limités pour participer. Alors, ça peut paraître idiot là, de juste se dire bon, ben, je suis allergique aux patates, puis il y a des patates dans le plat, je ne mangerai pas. Mais pour les personnes à faible revenu, par exemple, le fait de ne pas avoir un repas disponible lors de l'activité, ça va être suffisant en fait pour qu'ils participent à l'activité. Pas parce qu'ils veulent avoir le repas, puis c'est leur seule raison d'être à l'événement, mais ça peut faire qu'ils ont des problèmes de santé, problèmes de glycémie, diabète, etc., qui nécessitent qu'ils mangent à une heure précise, puis qu'ils n'ont pas nécessairement les moyens de s'acheter un repas sur le pouce pour venir à l'événement, ou ils n'ont pas l'aide pour préparer des repas à l'avance. Fait que de penser à ça, ça peut faire que les militants plus marginalisés, ben, ils ne peuvent pas participer ou participent. Fait que, même si ça ne touche pas le handicap directement, c'est des éléments de la vie d'une personne qui affectent les personnes en situation de handicap comme les autres personnes, notamment. D'autres bonnes pratiques à penser quand on organise un événement, ben, s'assurer que les tables, par exemple, soient assez distanciées pour que les personnes
autant ambulantes, les personnes qui n'ont pas de handicap, que les personnes en handicap puissent circuler assez facilement. Alors, je l'ai souligné tantôt, là, mais offrir un service de garde, par exemple, s'assurer que le lieu qu'on choisit soit accessible en transport en commun. Parce que malgré que ce n'est pas tous nos membres, toutes les personnes en situation de handicap qui peuvent prendre l'autobus, il y en a certaines qui sont capables. Fait que d'y réfléchir, ça peut être une bonne manière de s'assurer qu'il y ait des gens qui participent, mais également de réfléchir aussi à la possibilité d'avoir du transport adapté qui se rendent là. On va y revenir un peu plus tard là, quand je vais parler des manifestations notamment là, de transport adapté, mais c'est un élément à garder en tête aussi pour si vous organisez un colloque dans une ville, par exemple, qui n'est pas la même que vous militez habituellement, ben, de passer au transport commun dans cette ville-là, par exemple, puis le transport adapté, ça peut être super important. Puis si jamais vous faites de l'hébergement, ben, ça s'assure aussi que les chambres sont accessibles. Là, on en revient aux paramètres que je vous expliquais un petit peu plus tôt, là, la largeur des portes, les barres d'appui dans les salles de bain, par exemple. Mais en général, comme je vous disais, vous n'êtes pas obligé d'avoir une règle pour vous promener et vérifier que tous ces critères-là soient répondus, mais vous pouvez parler avec les propriétaires des lieux. Là. Comme je vous disais tantôt, moi, quand j'organise mon événement, la fête des membres notamment, j'ai contacté le restaurant, puis j'ai eu plusieurs échanges avec eux. J'ai même été visiter les lieux sur place pour m'assurer en fait que tout était accessible. Mais ça peut être juste de poser les bonnes questions aux bonnes personnes, puis de prendre l'information en note qu'on va pouvoir s'assurer en fait qu'un lieu est accessible universellement. Là. On n'a pas nécessairement besoin de vérifier très précisément. Là, des fois, les gens qui sont propriétaires des lieux sont au courant en fait de leur capacité à accueillir des personnes en situation de handicap. Puis dans le double, ben, c'est ça. Ça peut être d'aller voir sur place s'il manque l'information. Bon, maintenant, ben, les activités extérieures. J'ai été assez rapidement sur les collègues et compagnie parce qu'il y a tellement de cas de figure possibles, puis ça peut demander de l'accompagnement. Vous pouvez venir vers nous si c'est nécessaire. Fait que je suis allé un peu vite là-dessus, mais si vous avez des questions sur le sujet, on pourrait y répondre à la fin, puis je ferai mon possible pour vous aider autant que possible là-dessus. Maintenant, on va s'intéresser plus aux actions extérieures, soit les manifestations, les rassemblements, les sit-ins, les die-ins, des actions dérangeantes en général. Donc, de bonne pratique, réfléchir. C'est des choses qui peuvent paraître un peu basiques, mais souvent, c'est oublié. Là. Ce qui peut être bon quand on organise une manifestation, par exemple, ou un type d'action, ben encore une fois, c'est de passer un peu en termes de logistique pour une personne qui est en situation de handicap. Penser aux salles de bain, penser aux abris, etc. En fait, on peut comprendre certaines choses assez facilement pour une personne en situation de handicap quand on fait de l'observation. Par exemple, une chaise roulante, ben, s'il y a un trottoir et qu'il n'y a pas de montée de trottoir, elle ne pourra pas monter, ben, c'est un obstacle. Il faut passer, par exemple, au trottoir, etc. Mais des choses qu'on ne connaît pas soi-même, des personnes en situation de handicap, sans leur avoir parlé ou sans avoir été sensibilisées par une organisation, par exemple. Comme moi, une des choses que j'ai apprises en arrivant chez Execo, c'est que quand j'organise une activité, il faut vraiment que je pense à la température. Sais, moi, je fais du vélo d'hiver. Ça ne me dérange pas de faire du vélo sous la pluie ou sous la neige, dans un blizzard, j'ai tout fait. Là. Je m'adapte assez bien à la température, mais pour une personne en situation de handicap, au-delà de l'orgueil, ça peut être dangereux pour la santé de faire face à certains événements météorologiques, par exemple. Notamment le soleil puis le froid. C'est deux éléments super importants. C'est difficile pour des personnes en situation de handicap de participer à des actions en hiver. Pourquoi? Parce que quand on est assis sur une chaise roulante, on ne bouge pas autant que les autres personnes qui sont ambulantes. Quand je suis assis sans bouger, ma circulation sanguine elle reste basse, ma pression elle reste basse. Je ne dégage pas beaucoup de chaleur à ce moment-ci. Fait que souvent, les personnes qui sont en chaise roulante, par exemple, leurs extrémités vont geler super vite. Ils n'ont pas les moyens de se réchauffer facilement. Ils vont grelotter, oui, la plupart, mais ils ne sont pas capables de marcher plus vite, de se promener, de se dandiner, de se déplacer pour se réchauffer. Elles sont constamment assises, puis leur métabolisme est assez lent. Ils ont tendance à avoir froid beaucoup plus rapidement. Nous, en général, des activités en hiver, on n'en fait pas pour ces raisons-là, parce que c'est trop difficile de gérer le froid. Même chose pour la température, le soleil, par exemple. Moi, par exemple, s'il y a un gros soleil pendant une activité, puis ça me dérange parce que je suis habillé en noir ou j'ai peur d'avoir un coup de soleil, par exemple, ben, c'est assez facile pour moi de me déplacer puis d'aller me mettre à la noirceur sous un arbre, etc. Mais pour une personne qui est en chaise roulante, par exemple,
D'aller en dessous de l'arbre, ça peut impliquer d'aller sur une pelouse, de monter une butte. Ça peut impliquer que son véhicule, ses roues se mettent à tourner dans le vide parce qu'il y a une petite côte assez prononcée qui fait que son véhicule ne peut pas se rendre jusqu'à l'arbre. Ou encore, il y a une grosse manifestation, il y a plein de gens sur les trottoirs, si elle ne peut pas monter sur le trottoir pour aller, par exemple, sous un paravent de magasin pour se mettre à l'ombre, ça devient difficile pour elle. Donc, il faut réfléchir un peu à ça. Si c'est des zones d'ombre, notamment dans les points de rencontre, dans les points d'arrivée d'une manifestation, il faut réfléchir un peu au lieu pour s'assurer qu'il y a des zones d'ombre ou qu'il y a une température qui n'est pas trop extrême pour l'événement, parce que sinon, on va perdre des gens. Il y a aussi le choix du trajet qui est assez important. C'est plate à dire parce que souvent dans les manifestations, moi je me rappelle, j'ai participé au Printemps érable en 2012, puis il y avait un gros débat en fait sur donner son itinéraire aux policiers. Puis souvent, il y avait une volonté, puis je la partageais aussi, de ne pas donner l'itinéraire pour garder un contrôle en fait sur notre manifestation, prendre des décisions instituées avec les militants et les militantes qui sont sur place, par exemple. Mais pour les personnes en situation de handicap, ça peut être un gros problème de ne pas connaître l'itinéraire à l'avance parce que souvent, ces personnes-là, quand elles vont vouloir participer à une activité, elles vont se préparer d'avance. Malgré toutes les bonnes volontés qu'on peut avoir d'organiser un événement le plus accessible possible, ça peut arriver qu'on oublie des choses. Puis la meilleure personne qui est au courant, en fait, de l'activité, c'est les personnes qui la vivent au quotidien, soit les personnes en situation de handicap souvent. Fait qu'elles, eux, vont se préparer, vont réfléchir un peu à je vais pouvoir prendre une pause pipi là, par exemple, je vais pouvoir attendre ici, etc. Mais si le trajet n'est pas connu d'avance, ces préparatifs-là ne peuvent pas avoir lieu à l'avance. La personne en situation de handicap peut se lancer un peu dans le vide quand elle va à un événement sans connaître l'itinéraire parce qu'elle ne saura pas si les ressources qu'elle a besoin durant le trajet vont être disponibles une fois rendues. Puis aussi l'idée de se préparer à l'avance, de prendre du temps pour se préparer. Nous, par exemple, chez Execo, quand on participe à des activités, je l'ai souligné plus tôt, on va aller chercher de l'aide de préposés bénéficiaires, par exemple, pour certains de nos membres qui ont besoin d'un support particulier, que ce soit pour parler, par exemple, pour pouvoir manger, etc., etc., ou même être poussé, parce que ce n'est pas toutes les personnes en situation de handicap qui ont des véhicules électriques. Là. Il y en a qui sont en chaise roulante manuelle. Fait que nous, souvent, on a besoin de ces informations-là très à l'avance pour aller engager nos préposés, pour que nos membres puissent planifier leur horaire en conséquence. Parce qu'il y a plusieurs de nos membres, en fait, qui ont des services de préposés aux bénéficiaires le matin, le soir, pour les aider à se coucher, à se préparer dans la journée, etc. Fait que d'avoir l'information à l'avance, ça nous permet justement de prévoir tous ces éléments-là qui font partie de la vie des personnes en situation de handicap. Quand on sait trop tard, en fait, ces informations-là, souvent, nos membres vont dire oublie ça, moi, je ne peux pas participer. J'ai trop de choses à gérer dans ma vie déjà pour me lancer là-dedans sans pouvoir adapter mon horaire en conséquence. Puis, il y a excusez-moi. Il y a aussi les facteurs plus physiques ou même matériels, là, notamment pour nos membres qui utilisent des fauteuils motorisés, qui sont à moteur électrique, ils ont une autonomie aussi à respecter. Si le trajet est trop long, ça se peut qu'ils ne puissent pas se rendre jusqu'à la fin parce que leur autonomie est limitée. Là. Quand on parle de véhicules motorisés, on parle d'une autonomie d'environ 25 km. Mais 25 km, c'est dans des conditions idéales. C'est dans des conditions où le véhicule fonctionne continuellement, mais si la personne est arrêtée pendant 10 minutes, son véhicule est en fonction, mais elle ne roule pas, la batterie continue à se décharger. Si le véhicule commence à monter une côte, le moteur fait plus d'efforts, fait que l'autonomie descend. C'est plein de petits facteurs comme ça qui peuvent faire que l'autonomie de 25 km peut se réduire assez rapidement. Le froid a aussi un impact sur les batteries. Quand il fait super froid, la batterie se décharge plus vite. Fait qu'il faut réfléchir à ça aussi. Là. Je comprends que c'est beaucoup d'éléments, puis on ne s'attend pas à ce que le CEF organise aucune action en hiver, puis qu'il organise aucune action qui ne soit pas à la pluie, etc. Mais sachez que ces facteurs-là, ces normes-là, tous ces éléments-là existent, puis ça peut avoir un impact en fait sur la participation de certains militants qui pourraient être en situation de handicap, là, militants ou militantes. Dans la même veine que ce que je vais expliquer, ça peut être important aussi de passer des heures de repos, des heures qu'on peut se restaurer. Parce que, comme je vous le dis, souvent, les personnes sans handicap, leur handicap vient des fois d'accidents. Par exemple, ça peut être un accident d'automobile qui font qu'il y a un membre en moins ou des éléments comme ça, mais des fois, c'est dû à des maladies. J'ai plusieurs membres, par exemple, qui ont la sclérose en plaques, j'ai plusieurs membres qui ont le diabète, j'ai des membres qui ont eu des cancers,
toutes les maladies possibles que vous pouvez passer. Il y a probablement des membres qui ont été chez Execo qui ont passé par là. Des fois, ça peut être nécessaire d'accommoder en amont ces éléments-là ou d'y réfléchir. Est-ce qu'il va y avoir un restaurant où quelqu'un peut s'isoler, par exemple, ou prendre un café en attendant l'événement? Est-ce qu'il y a un endroit qu'elle peut attendre qui est à l'ombre? Je reviens un peu sur ce que j'ai déjà dit, là, mais des fois, ça prend ces heures de repos-là pour qu'une personne puisse garder un peu son énergie pour participer à une action, notamment. Puis, quand on organise des déplacements, par exemple en autobus, ça peut être important de penser justement, est-ce que mon autobus est accessible? Il existe des autobus avec des rampes, là. Ils coûtent peut-être un peu plus cher, mais si, disons, vous avez une flotte d'autobus à appareiller pour aller faire une manifestation à la capitale nationale, là, à Québec, là, devant le Parlement, ben, ça peut être bon de penser justement à avoir au moins un des autobus qui soit accessible universellement pour que vos membres en situation de handicap puissent participer à vos activités, là. Puis, si jamais, malgré tous vos efforts, vous voulez aller de l'avant avec une activité, il y a un budget, par exemple, ou je ne sais pas moi, il y a une annonce de pipeline qui est annoncée en janvier par le ministre de l'Environnement fédéral, puis vous voulez faire une action en janvier, malgré tout, parce que c'est le moment critique, c'est là que votre action va avoir d'impact. Nous, on ne vous dira pas c'est une mauvaise idée de le faire. Là. Faites votre activité. Mais ça peut être bon, par contre, que vous réfléchissiez à des alternatives pour les personnes qui ne pourront pas être là physiquement à votre activité. Par exemple, ça peut être, nous, ça arrive à l'occasion qu'on organise des activités en 2 volets. Il y a un volet où nos membres vont aller sur place à l'activité, mais il y a des membres qui sont malades ou qui ne peuvent pas participer. Bien, elles vont faire des appels téléphoniques. Elles vont appeler au bureau de député qui pertinent pour faire du dérangement, poser des questions difficiles, ou encore on va faire des envois de cartes postales. On va organiser des séances d'éducation populaire autonome en ligne, par exemple. Toutes sortes d'activités qui sont possibles, qu'on peut faire en parallèle, en fait, à votre manifestation, à votre activité qu'il y a en personne pour que les personnes sans handicap ne se sentent pas exclues. Là, on n'est pas dans l'activité universelle, hein? On est plus dans l'adaptation, mais il vaut mieux une adaptation que rien du tout si on n'est pas capable d'atteindre l'activité universelle. C'est un peu le mot que je pourrais vous laisser là-dessus. Là. Ah, puis au niveau de la température, là, je ne l'ai pas nommé, mais je vois mes notes. Je parlais du chaud et du froid, là, mais il faut réfléchir aussi à la neige. C'est quoi à dire, mais la neige, c'est un énorme facteur pour plusieurs de nos membres. Là. On milite même là-dessus. Vous allez voir, j'ai un exemple plus tard sur la question de la neige. Puis s'il y a une tempête de neige, puis vous organisez une manifestation dans les jours après, là, oubliez ça, les gens à mobilité réduite. Là, il y en a plusieurs qui ne viendront pas parce que ça se peut qu'ils ne puissent même pas sortir de chez eux. Là. J'ai des membres qui ne sortent pas de l'hiver, en fait, de leur domicile parce qu'ils n'ont pas accès à quelqu'un qui peut déneiger leur entrée pour qu'elles puissent sortir. Le transport adapté ne va pas venir. Le transport adapté va avoir des retards, etc. Puis aussi, c'est de réfléchir aussi à l'heure. Je ne l'ai pas mis dans les. Ici, je pense. Attendez un peu. Oui, je vais le nommer là, parce que je ne l'ai pas noté. Mais pensez aussi aux heures de début et de fin de votre manifestation pour que il y a peut-être des gens sur place qui arrivent à l'avance, peut-être une demi-heure ou 1 heure d'avance. Parce que quand on parle de transport adapté, en fait, c'est des véhicules sur des petits bus qui vont transporter des personnes en chaise roulante ou en fauteuil motorisé à vos événements ou à leur activité. Bien, ça arrive des fois qu'ils arrivent une demi-heure plus tôt ou une demi-heure plus tard. Là. Il y a beaucoup de jeux là-dessus parce que ce n'est pas un service d'autobus qui fait une ronde. Souvent, c'est quand quelqu'un va demander du transport adapté, le transport adapté va aller au point A, au point B, au point C, au point D, au point E avant d'arriver à la destination que la personne qui veut participer à votre action va vouloir aller. Fait que ça se peut qu'elle ait des retards, ça se peut qu'elle arrive beaucoup d'avance. Fait que de prévoir des gens sur place, ça peut être une bonne idée pour accueillir ces personnes-là qui n'ont vraiment pas de contrôle en fait sur leur horaire pour leur déplacement, là, malheureusement. Là. Nous, on milite en fait pour que le transport adapté soit de meilleure qualité et qu'il n'y ait pas ces enjeux-là. Mais encore aujourd'hui à Montréal, même si on a un transport adapté, la variable de temps est super importante. Là. Ça m'est arrivé moi-même d'arriver une demi-heure d'avance, puis j'avais des membres qui étaient déjà sur place à m'attendre. Malheureusement. S'il ne fait pas beau, ben, ils attendent à la pluie, ils attendent au soleil. Fait que, des fois, de penser justement à l'environnement, comme je le soulignais plus tôt, l'environnement d'accueil et de départ des membres, ça peut être super important. L'idéal, ça reste d'aller voir sur le terrain. J'ai dit tantôt là, pour les conférences, les congrès et compagnie, d'aller visiter les locaux, visiter les salles de bain, etc., pour s'assurer que les lieux sont accessibles, mais même chose pour les manifestations que vous allez organiser. Là. Ça peut être bon d'envoyer une personne ou 2 personnes, aller sur le terrain, aller voir les bâtiments qui vont être proches de où vous allez faire votre manifestation, pendant, au début, à la fin, pour en fait vérifier que tous les éléments qu'on va discuter, ben, ils soient pris en compte. Ça peut être, moi, je vais en parler tout à l'heure, mais ça peut être visiter des tours à bureau. Là. Des fois, c'est un peu gênant, là, mais
si on commence une manifestation à un endroit puis que le seul bâtiment qui est à côté, c'est une tour à bureau, mais ça peut être bon d'aller voir à l'accueil. Est-ce que vos toilettes sont ouvertes au public? Oui, OK, bon, ben, super. Est-ce que vos toilettes sont accessibles universellement? Oui, bon, ben, tant mieux. Fait que, juste vous avertir, il va peut-être avoir une manifestation en fin de semaine, dans 2 semaines, dans un mois, puis ça se peut qu'il y ait des gens en situation de handicap qui viennent pour aller aux toilettes. D'y réfléchir, d'aller voir sur les lieux, ça peut être utile. Moi, ce que je vous recommande aussi, c'est d'aller prendre des photos. On ne pense pas à tout ça pendant qu'on est sur le terrain. Là. Fait que, moi, l'idéal, c'est que j'avais mon cellulaire, je prends des photos du trajet, des trottoirs, des intersections. Est-ce que c'est une intersection occupée? Est-ce qu'il y a des travaux? Etc. De la largeur des trottoirs. Prendre tout ça en photo. Là. Tout ce qui est important, on le prend en photo, puis on l'analyse après pour voir si ça va poser problème. Puis aussi penser à la variable automobile. Là. Souvent, nos manifestations, on les fait dans les rues, puis quand on est chanceux et on est assez nombreux, on est capable d'occuper toute la rue puis de prendre la place là, pour être cantonné au trottoir. Mais il faut parfois réfléchir aussi quand même à l'impact du trafic automobile. Moi, ça m'est arrivé, par exemple, de participer à une manifestation avec une membre que je ne savais pas qu'elle venait. Elle est venue. C'est super. Mais cette membre-là, elle venait avec un autre groupe qui n'était pas aussi bien préparé que nous. Puis ils n'ont pas donné les informations en fait sur le début et la fin de la manifestation. Fait que ce qui est arrivé, c'est qu'on a commencé à la station Champ-de-Mars, si je me rappelle bien. On s'est rendu jusqu'à l'hôtel de ville. La manifestation a terminé là, mais elle avait prévu son transport adapté pour la station Champ-de-Mars. Fait qu'il fallait revenir à la station Champ-de-Mars. Donc, l'affaire, c'est que quand on est allé à la mairie, on était dans le milieu de la rue, on prenait toute la place, c'était facile. Moi, quand je suis revenu avec elle, c'est un coin avec l'autoroute Ville-Marie. Là, il y avait du trafic. Puis là, on regardait l'heure, puis son transport adapté, il était dans 15 minutes. Là, il fallait se promener puis courir avec sa chaise roulante pour se rendre à la station Champ-de-Mars au travers des gens qui circulent normalement, au travers des travaux qui n'étaient pas problématiques qu'on occupait la rue, mais là, ils devenaient tout d'un coup. Je vous avouerai qu'à ce moment-là, j'étais assez nerveux. J'avais peur pour ma membre qu'elle arrive en retard à son transport adapté puis qu'elle soit pognée là. Puis là, si elle est pognée là, ben, c'est de trouver un autre transport adapté, puis bonne chance, c'est pas évident. Fait que faut réfléchir justement à l'évolution aussi. Hein. La rue qu'on emprunte, OK, super, est accessible universellement quand il n'y a pas de voiture, mais est-ce que les trottoirs, si on doit retourner sur nos pas, est-ce qu'ils sont toujours? Ça peut être bon de garder ça en tête. Même si on pense finir à un point X, ben, est-ce que des membres qui seraient mal informés, ben, ils vont être capables de revenir si leur débarcadère est au lieu du début de la manifestation? En tout cas, bien communiquer en général, ça évite ces problèmes-là aussi. Là. Fait que, à garder en tête aussi. Là. On va passer aux exemples. Là. Premier exemple, je parlais de la neige tantôt comme un problème. Là. Comme je vous dis, nous, on milite en fait pour qu'il y ait meilleur déneigement à Montréal, puis du déneigement plus rapide sur les trottoirs pour que nos membres puissent circuler librement dans la ville comme n'importe quel autre citoyen de la ville de Montréal. Là. C'est un gros problème, je vous avoue franchement. Là. Autant pour les trottoirs que les débarcadères, que les arrêts de bus, etc., etc. Là. Mettez-en large. Là. Souvent, nos membres restent enfermés à cause de ça. L'année passée, on a fait une manifestation dans le cadre des élections municipales pour justement souligner l'importance d'un bon service de déneigement des rues en hiver. Fait qu'on est allé manifester à l'hôtel Sheraton au centre-ville de Montréal où avait lieu, peut-être certains d'entre vous étaient au courant, j'ai vu le projet Montréal dans la liste des participants et participantes. Là. On est allé manifester justement lors du débat électoral qui avait lieu entre les candidates et candidats à la mairie de Montréal. C'était Valérie Plante puis David Coderre, puis je pense qu'il y en avait d'autres aussi. Là. Fait qu'on est allé manifester devant l'hôtel où avait lieu le débat. Fait que nous, on est allé déverser de la neige artificielle devant l'entrée de l'hôtel. Pas l'action la plus écologique, je vous avoue franchement. Là. Je me sentais un peu mal de faire ça, mais c'était pour le symbole qu'on s'est lancé là-dedans. Fait que comment on s'est organisé? Ben, on a regardé les environs. Qu'est-ce qu'il y avait autour de l'hôtel Sheraton? Bon. Sachez que la STM offre une liste des lieux où est offert le transport adapté. Fait qu'on s'est dit, bon, on va regarder la liste des lieux publics où le transport adapté sera. Puis là, on a noté qu'il y avait le 1001 de la Grosse-Chaudière qui faisait partie de la liste, puis c'était assez proche. On s'est dit, bon, ben parfait. On va annoncer à nos membres que s'ils veulent venir en transport adapté, ben, qu'ils débarquent au 1001 de la Grosse-Chaudière. Ça tombe bien, en plus, une station de métro qu'il y a là. Fait que les gens, c'est sur Bonaventure. Fait que les gens qui n'ont pas besoin de transport adapté, qui peuvent venir en métro, ben, vont pouvoir utiliser cette station-là sans problème. Donc, on va se rejoindre là. Mais là, il faut se rendre à l'hôtel Sheraton. Puis nous, on avait prévu un souper pour nos membres pour qu'ils puissent manger avant le début de l'action parce que c'est un débat électoral. Le débat électoral, ça a lieu en soirée. Donc là, on s'est dit, bon,
On va aller manger au Square d'Orchester, parce qu'on n'a pas nécessairement les moyens d'aller dans un restaurant, là, puis on n'a pas le temps de faire ça. Fait qu'on va acheter de la nourriture, on va emmener ça sur place. Fait qu'on va aller au Square d'Orchester manger, se rassembler, jaser, avant d'aller faire l'action au Sheraton. Fait que là, moi, ce que j'ai fait, ben, j'ai fait un petit trajet à pied, hein, qui part du Milan de la Gauchetière, puis qui sera jusqu'à l'hôtel Sheraton, que vous pouvez voir ici. Puis j'ai mis dans ce trajet le Square d'Orchester. Ce qui est le fun avec Google, c'est que, on peut voir combien de temps ça prend à pied, mais dites-vous que c'est de prendre le double ou le triple en chaise roulante. Fait que prenez ça comme une donnée utile si vous n'avez pas de personne sur handicap, mais doublez-le si nécessaire pour accommoder tout le monde. Fait que ça prend au moins un bon 20 minutes peut-être se rendre jusqu'au Square d'Orchester. Fait que, on calcule ça dans le temps d'arrivée des membres puis l'heure du souper. On garde ça en tête, le déplacement pour se rendre jusqu'au Square. Puis, c'est le fun, mais Google Maps nous offre un aperçu en fait de l'élévation du trajet. Donc là, je ne sais pas si vous voyez bien, mais il y a une côte de 8 mètres sur l'ensemble du trajet. Là, on est allé voir sur place, mon collègue et moi, puis on s'est dit, bon, ben, la côte n'est pas si longue, n'est pas si haute que ça, fait qu'on va être capable de circuler sans problème. Mais là, ça a donné qu'il y avait certains de nos membres qui étaient en fauteuil manuel, pas en fauteuil motorisé. Fait que là, il y a un de nos membres qui a fait qu'il la pousse quand même. Même pas un de nos membres, mais un de nos travailleurs-travailleuses qui a dû donner un coup de main puis l'aider à monter la côte quand même. Fait que, ça arrive qu'on oublie des choses. Il y avait quand même une petite côte, fait qu'il fallait de l'aide pour pouvoir monter cette côte-là, là, entre justement le 1001 et le Square d'Orchester. Une fois qu'on a vu ce trajet-là, tout semble beau, c'est pas trop long, on va être capable de se rendre sans problème. On est allé voir sur place ce qu'il en était. D'abord, on est allé voir le Milan de la Gauchetière. Bon, ben, il y a des portes tournantes. C'est pas très utile pour en chaise roulante, mais les portes d'à côté sont accessibles. Bon, ben, super. Nos membres vont pouvoir rentrer et sortir. Il n'y a pas de problème. On est allé mesurer, tout était beau, ça marchait. On est allé à l'intérieur, on a fouillé, c'est un petit centre d'achat. On a trouvé des toilettes pour les personnes à mobilité réduite. Parfait. En plus, on peut appeler puis ils vont nous débarrer à la porte. On a fait le test avec une de nos membres, ça marche. Parfait. Fait que là, nos toilettes sont accessibles. Fait que quand nos membres vont arriver puis qu'ils vont attendre que les autres membres arrivent avant d'aller au Square d'Orchester, ben, ils vont pouvoir aller aux toilettes. Parfait. Après ça, on est allé voir, OK, là, on a du matériel. On a de la neige artificielle à emmener, on a nos pancartes. OK, bon, on est allé prendre des photos autour de l'hôtel Sheraton. OK, il y a un trottoir ici, il y a la route. OK, on a de la place, mais on a du matériel, ça marche. On va pouvoir se rendre là. Puis enfin, on est allé voir où là, aucun des lieux rassemblement. Bon, ben, on regarde au Square d'Orchester, OK, c'est pas rien de la pelouse. Fait que là, nos gens photomotorisés vont pouvoir circuler, ça a l'air plat, c'est parfait. Il y a même des toilettes. C'est des toilettes chimiques. C'est vraiment pas l'idéal, mais au moins, on a pensé à emmener des proposés aux bénéficiaires avec nous. Fait que si jamais il y a quelqu'un qui a une urgence, ils vont pouvoir aller aux toilettes là, il n'y a pas de problème. Puis enfin, la photo de droite, ben, c'est devant l'hôtel Sheraton. C'est là qu'on va faire notre action. Comme on peut voir, le trottoir est assez large, mais il y a quand même des voitures stationnées. C'est clair qu'il n'y a aucun membre qui va pouvoir débarquer là ou rembarquer là. Parce qu'on ne sait pas s'il va y avoir des voitures le soir même. Fait que probablement, il va en avoir, les journalistes et compagnie, les candidats et compagnie. Fait que notre point de départ, ça va être le Milan de la Gauchetière, le même endroit qu'on est arrivé. Fait que ça vous donne un peu une idée du genre de préparatif qu'on peut avoir en tête au niveau du trajet, au niveau des lieux, etc., quand on planifie une action. Là, c'est une petite action, ce n'était pas une très grosse marche. Là. Nous, c'était plus de faire une action dérangeante. Mais malgré ça, on a eu des problèmes. Même si ce n'était pas si compliqué que ça, on a eu des problèmes. Comme je vous le soulignais tantôt, ben, j'avais une de mes membres qui décide de venir avec un fauteuil manuel. Fait que il fallait prévoir une personne pour la monter. Fait que ça, c'était une petite chose pas si pire. On a réussi à gérer. Mais après ça, on a découvert que le soir même, il y avait un groupe de militants antispécistes qui faisaient une manifestation à même place. Une chance que le trottoir est large, une chance que le trottoir est long, parce qu'on était deux groupes tout d'un coup à manifester devant le centre Sheraton dans le cadre des élections municipales. Il fallait passer à ça aussi. Il y avait plus de monde que prévu, tout d'un coup, qui manifestait là. Puis en plus, le Series de Sunday, ça donne qu'il y a une personne qui avait loué une chambre dans l'hôtel Sheraton qui a chuté dans les escaliers, qui s'est cassé un bras, puis qui s'est blessé. Il y a une ambulance qui arrive. Fait qu'il y avait une constance, puis il a fallu qu'on déplace nos personnes à mobilité réduite pour que l'ambulance puisse aller chercher les gens à l'intérieur. C'est plein de mariades à gérer en même temps. Fait qu'il faut être préparé. Fait que c'est bon d'avoir plusieurs personnes organisatrices sur le terrain pour prévoir ces situations-là qui sont des imprévus là, totalement. Là.
Un autre exemple, pour continuer, une autre action qui a été organisée au mois de décembre passé, là, dans le cadre de la Journée internationale des personnes en situation de handicap, si je me rappelle bien. Là. Nous, on travaille beaucoup avec un autre organisme qui s'appelle le Mouvement Phase, qui est le mouvement pour les personnes handicapées qui luttent pour l'accès aux services. Ça s'intéresse principalement aux questions de santé et d'accès au logis, mais eux travaillent avec tous les organismes, peu importe le handicap. Nous, c'est plus physique, mais aussi des gens d'autres types de handicap qui collaborent avec le mouvement Phase. On a organisé en fait une espèce d'activité après un forum qui avait eu lieu au début de l'automne. Ça a eu lieu au centre Saint-Pierre. On l'a appelé Centre Saint-Pierre. Tout était beau au niveau de l'accessibilité. On était capable de se rendre là. On a disposé la salle avec assez de place pour que nos membres à mobilité réduite puissent participer comme les autres. Hein. C'était pas trop étroit. Puis on avait un micro qu'on pouvait utiliser assez facilement avec les gens qui ne pouvaient pas se rendre en fait au lieu où les gens posaient normalement les questions. Après ça, on a décidé d'organiser une petite marche qui se rendrait à la Tour Radio-Canada pour aller voir les médias dans le cadre de nos revendications. On a organisé un trajet qui se rendait jusque-là. En fait, je dis on, mais c'est le Mouvement Force qui a organisé ça. Puis moi, notre organisme à titre de membre, on voulait participer à leur action. Fait que c'est moi qui ai un peu vérifié que tout était correct de ce côté-là. Fait que là, je suis allé voir leur événement Facebook. OK, ils donnent pas mal d'informations. Ils disent quelle information donner pour le transport adapté. Le numéro de RV, je ne sais pas trop c'est quoi, mais c'est utile pour le transport adapté. OK, le lieu, loisir Centre Saint-Pierre, OK, l'adresse, tout est beau. Ils donnent une adresse à qui contacter, etc. Bon, ben parfait. Puis, il y a une diffusion en direct sur Facebook. Fait que si j'ai des membres qui ne peuvent pas venir sur le terrain cette journée-là, ben au moins, ils vont pouvoir assister à l'action, puis peut-être même qu'ils vont pouvoir participer aux échanges des commentaires. C'est quand même pas si mal. Fait que mes membres qui ne peuvent pas être là sur le terrain cette journée-là, ben, ils peuvent quand même participer. Puis ceux qui peuvent venir, ben, il y a une adresse pour le transport adapté. C'est génial. Par contre, il manque une petite information. Le point de retour. Moi, j'ai deviné que c'était Radio-Canada, mais ce n'est pas affiché dans l'événement Facebook. Ça aurait pu être bon de l'ajouter. Dire l'événement va finir à Radio-Can. Pour le transport adapté, vous pouvez dire Radio-Can ou le bâtiment d'à côté, par exemple. Ça se peut que la tour de Radio-Canada n'était pas accessible pour le transport adapté, mais qu'il y a un bâtiment à côté qui l'est. Bon, ben, on prend l'autre dans ces conditions-là. Aussi, ben, ils fournissaient un formulaire pour s'inscrire à l'événement. Je suis allé voir ça. OK. On pose une question sur les besoins d'accessibilité. Bon, ben super. Fait que si j'ai des membres, des gens qui veulent participer, qui ont des besoins particuliers, ben, ils peuvent le faire savoir aux organisateurs et aux organisatrices dans le formulaire d'inscription. Génial. Puis ils peuvent même faire des suggestions aux besoins. S'ils se rendent compte que le trajet, il y a des problèmes. Fait que j'aurais même pas besoin de vérifier ça, mais je les vérifie quand même. Je suis allé voir un peu c'est quoi le trajet. Fait qu'on disait partir du centre Saint-Pierre, il voulait aller à Radio-Can. J'ai parlé avec l'organisateur, il voulait passer par Papineau. OK, on descend sur Papineau, on en revient sur René-Lévesque. Ça finit à Radio-Can. Bon, je regarde le trajet. Il y a un petit peu d'évaluation. 20 mètres de montée, après ça, 11 mètres de descente. Donc là, je suis allé voir sur Google Street View. Je n'avais pas le temps d'aller cette journée-là sur le terrain directement. C'était pas moi qui l'organisais. C'était plus pour mes membres que je vérifiais ça. OK, il y a une petite pente ici. Ça, c'est limite comme cas. Il y a une pente. Si j'envisage d'avoir des membres qui viennent à cette action-là, ben, je vais m'assurer que tous mes membres aient des fauteuils motorisés. Puis sinon, ben, d'avoir des personnes sur place qui vont pouvoir aider à monter à la côte. Puis là, on regarde un peu la rue, c'est pas trop mal, pas trop magané, mais avoir eu quelques pouces, ça aurait pu être un enjeu au niveau de l'accessibilité. Puis on peut le voir, il y a des cônes oranges, ça explique qu'il y a des travaux, interdiction de parking. Fait qu'il faut que je vérifie que dans la journée de l'action, ben, il n'y aura pas des travaux tout d'un coup qui vont apparaître sur cette rue-là. Même si j'ai vérifié sur Street View cette journée-là, ben, ça se peut que plus tard, il y ait des travaux. Ça donne que ce soit pendant l'action qu'on organise. À garder en tête là, quand on organise notre événement. D'autres recommandations que je pourrais vous donner, là, on vient de parler en fait d'organiser des événements dans des colloques, congrès, etc. On a parlé d'organiser des manifestations, des actions, CD et compagnie. Il y a quand même d'autres choses qui recouvrent un peu l'ensemble de ces cas de figure-là, notamment les communications. En fait, quand on fait des communications, ça se peut qu'on ait des gens qui sont à visibilité réduite, qui soient aveugles même, qui ne puissent pas facilement lire en fait ce qu'on publie. Mais si on produit du matériel, des affiches par exemple, qu'on produit, je ne sais pas moi, on fait une plateforme de revendication pour qu'on la partage en format PDF, ben, s'assurer ou en format Word, s'assurer d'avoir des caractères assez gros, ça peut être utile pour les gens qui ne sont pas nécessairement aveugles, mais qui ont quand même un handicap visuel. Ça pourrait être, c'est quand même super important aussi de s'assurer que le texte soit lisible par un lecteur d'écran.
Parce que c'est pas quand on parle de PDF, il y a certains lecteurs d'écran qui ne sont pas capables de les lire. Ça peut être bon aussi de fournir une version Word d'un document qu'on pourrait produire pour s'assurer que les lecteurs d'écran puissent les gérer, en fait. Puis également, si jamais on fait un site Internet pour une revendication, pour notre organisation, ça s'assure d'avoir des gros onglets bien visibles pour qu'on comprenne comment le site fonctionne. Éviter d'avoir des trop petites polices, éviter les polices avec empattement pour les gens qui ont des difficultés à lire, qui sont dyslexiques, par exemple, etc. Puis c'est essayer d'utiliser autant que possible des couleurs contrastées qui ne sont pas trop difficiles à voir. C'est pas notre spécialité, vraiment, les handicaps visuels. Fait que si jamais ça vous intéresse de creuser ce sujet-là un peu plus, le RAM, qui est un regroupement d'organisations qui offrent des services particulièrement aux personnes qui ont un handicap visuel, ils vont être mieux outillés, en fait, puis ils offrent des ressources sur leur site Internet pour aider les organisations à développer des documents qui soient accessibles pour les personnes qui ont un handicap visuel. Un petit exemple, en fait, nous, on a fait affaire avec une firme qui est sensible à ces questions-là d'accessibilité. Ça, c'est une capture d'écran, en fait, de notre site Internet d'Execo. Comme vous voyez, il y a quand même un bon contraste entre le bleu, le blanc. C'est pas trop similaire. On n'a pas mis un fond bleu pâle sur avec du bleu foncé, ça aurait été pas très contrasté. Il y a le jaune dans notre logo qui contraste avec le bleu, ça marche. On a un titre ici, accessibilité du site, qui est quand même écrit gros. On utilise la police Arial, qui est une police super simple, qui n'est pas trop difficile à comprendre. On a des gros boutons en haut, puis aussi, intégré à notre site Internet, il y a un script qui permet de zoomer le texte ou de dézoomer. La plupart des navigateurs le font aujourd'hui, mais il y a certains membres, certaines personnes en situation de handicap qui servent de ces boutons-là. Ça peut être bon de les intégrer si jamais le designer à qui vous faites affaire, qui produit votre site Internet, offre cette option-là. Ça peut être bon de la prendre pour les personnes qui s'en servent. Aussi, nous, on a commencé à travailler ça ces derniers mois. Là. On est plusieurs travailleurs, travailleuses, puis membres aussi intéressés aux questions d'inclusion des personnes à diversité sexuelle et de genre, puis on voulait implanter une politique d'écriture inclusive. Fait que, ma collègue au COM puis moi, on s'est vraiment penché sur cette question-là. Puis, on s'est rendu compte, en fait, que l'écriture inclusive n'est pas toujours inclusive, surtout avec les personnes avec un handicap visuel notamment. Fait que si je peux vous faire des recommandations, si jamais vous rentrez dans un processus de vouloir de vouloir implanter des pratiques d'écriture inclusive, il y a plusieurs techniques qui existent. Puis nous, parmi les techniques qui étaient proposées par l'organisme des trois sexes qui se spécialise sur cette question-là, il y en a certaines qui nous semblaient plus inclusives que d'autres au niveau de l'accessibilité pour les personnes en situation de handicap. Notamment l'écriture épicène, c'est-à-dire l'utilisation de termes dont le genre est fixé, qui ne varie pas selon le genre de la personne. Fait que des mots comme personne ou individu sont super adaptés pour cette condition-là. Si on fait de la féminisation de texte, autant que possible, d'utiliser la féminisation par doublé lexicaux, c'est-à-dire de doubler les mots. Hein, quand c'est des mots qui peuvent être mis au féminin ou masculin, fait que les participants et les participantes. Ça, c'est facile à lire pour un lecteur d'écran. Et sinon, il y a aussi la féminisation par trocation, c'est-à-dire quand on fait des coupures à la fin de nos mots, là, quand on utilise des points ou des traits d'union, par exemple, prioriser autant que possible celle avec majuscule. C'est une des moins populaires en ce moment, j'en suis conscient. Là. Moi, elle que je préfère personnellement, c'est celle avec les points médians. Mais pour les lecteurs d'écran, ce n'est pas tous les lecteurs d'écran qui sont assez à jour, en fait, pour pouvoir comprendre les traits d'union, les points, etc., ou les parenthèses. S'il y en a qui utilisent encore les parenthèses pour faire la féminisation, c'est bien assez rare. Là. Mais en tout cas, la majuscule, malgré c'est la moins populaire, c'est elle qui est la plus accessible. Fait que ça peut être bon d'utiliser celle-là si vous avez à faire un choix. En fait, j'ai suivi la formation des trois sexes, mais je vous la recommande. Là. Ce que je vous décris là, ce n'est pas un choix fermé. Hein. On peut utiliser l'ensemble de ces formes d'écriture inclusive en même temps pour faire un texte. On peut utiliser à la fois l'écriture épicène, la féminisation par double lexicaux et celle à la trocation majuscule pour faire une variation dans le texte. J'ai vu une main levée. Si jamais la personne veut poser une question, je peux la prendre tout de suite, il n'y a pas de problème. Sinon, je vais continuer. Je vous donne. Oui. Je vais attendre à la fin pour en parler. OK, pas de problème. En fait, c'est moi l'autrice du guide interne d'écriture inclusive du Hub. Ah ouais! On s'est déjà vu d'abord. Ça se peut. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes ici qui me connaissent, mais allô, c'est moi. Super. OK, on en reparlera à la fin d'abord. Surtout si les gens ont des questions. Je ne suis pas spécialiste d'écriture inclusive, je vous le dis tout de suite, mais ma compréhension, c'est ceux-là les plus inclusifs. Bon, on en reparle, il n'y a pas de problème.
En fait, on arrive à la fin pas mal. Là. Si vous avez besoin de ressources supplémentaires, vous avez vu là, dans ma présentation, j'ai mis plusieurs liens vers divers organismes qui offrent des services qui peuvent vous aider à prévoir des activités inclusives, mais il y a d'autres ressources qui sont utiles, là, notamment le site de la STM. La question du transport est super importante là, pour les personnes à mobilité réduite. C'est le sujet qu'on connaît le mieux chez Execo. Là, fait que, c'est pour ça que je vous parle de la STM en premier. Sur le site de la STM, il y a une page particulièrement pour le transport adapté. Puis sur cette page-là, il y a une liste de tous les lieux publics pour l'utilisation du transport adapté qui soient facilités. Fait que je vous invite à aller vérifier, aller voir ces liens-là quand vous prévoyez une manifestation, par exemple, ou vous organisez un congrès ou de quoi du genre, d'aller voir ces sites Internet-là pour voir si vos lieux où vous préparez votre action font partie de cette liste-là. Parce que sinon, il faut aller vérifier sur place. Il faut aller voir s'il y a assez d'espace pour que le véhicule puisse se rendre, etc. Puis ça devient un peu plus compliqué. Dans ce cas-là, c'est mieux de se tourner vers un organisme comme le nôtre pour poser la question pour que nous, on vérifie. Mais sinon, l'idéal, c'est de faire appel à la base de données de la STM qui fait la liste des lieux où le transport adapté se rend. Aussi, des partenaires à nous, là, Altergo et Kéroul. Altergo, c'est un organisme qui est spécialisé en AU. Ce n'est pas un organisme de défense collective des droits. C'est vraiment un organisme qui se spécialise sur la question de l'accessibilité universelle, qui offre des ressources pour promouvoir l'accessibilité universelle, moins de manière militante, mais il offre des outils utiles, des guides notamment pour organiser des événements ou des lieux qui sont accessibles universellement. Puis Kéroul, c'est plus au niveau du tourisme, de la culture, mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils font des listes, par exemple, des parcs qui sont accessibles. Fait que si jamais vous préparez une manifestation qui commence dans un parc, qui finit dans un parc, ça peut être bon d'en choisir un qu'on sait qui est accessible. Fait que Kéroul en font la liste. Fait que je vous invite à aller faire un tour sur leur site Internet. Puis si jamais vous avez des questions supplémentaires, vous avez besoin d'aide, vous n'êtes pas sûr, moi, ça me fait toujours plaisir de répondre à des courriels de demande de ce genre-là. J'ai répondu on a échangé CVS puis moi, puis si jamais des organisations, des militants qui voudraient, qui ont des questions, des interrogations, etc., vous pouvez m'écrire. Moi, ça me fait plaisir de donner un coup de main et de vous aider. Il est rendu 8h15, j'ai fait ça à 1h15. J'espère que ce n'était pas trop un bourrage de tête. Là. Il y a beaucoup d'informations, beaucoup d'éléments à prendre en compte. Fait que s'il y a des questions, ça va me faire plaisir de répondre. Fait que voilà. Merci beaucoup pour votre attention. C'était bien plaisant de présenter ça. Fait que je suis bien heureux d'échanger avec vous si ça vous tente. Là. Je pourrais arrêter le partage aussi, comme ça on va pouvoir se voir la bine. Fait que oui, bonjour Myriam. Bonjour, bonsoir plutôt. Je voulais juste déjà vous remercier pour la présentation. C'est vrai que c'était très dense pour des personnes qui n'ont pas l'habitude. Ça fait beaucoup d'informations. Donc déjà, je voulais savoir si c'était OK pour vous de partager le PowerPoint que vous avez projeté là. Moi, ça m'intéresserait beaucoup de l'avoir. Et est-ce que c'est OK aussi de le faire circuler dans des milieux militants, en vous mentionnant évidemment, mais est-ce que c'est un truc qui a plutôt vocation à circuler, c'est OK? Et moi, oui, votre problème. Puis j'ajouterais aussi que je l'ai souligné rapidement, là, on a un guide aussi avec tous ces éléments-là, avec les mesures et compagnie, là, assez exhaustif, que je pourrais vous transmettre avec la présentation, là, votre problème. Super, merci, trop bien. Et du coup, ma question, comment dire, c'est un peu compliqué, mais peut-être vous me direz. J'ai l'impression que de déployer toute cette énergie et tous ces moyens pour justement permettre aux personnes en situation de handicap de participer à des mouvements militants, ça crée des bonnes conditions pour que ça puisse arriver, mais est-ce que... j'essaie de formuler ça avec les meilleurs termes et vous pouvez totalement me dire si ce n'est pas du tout des termes adaptés, etc. Moi, je me sentirais, j'aurais l'impression finalement d'être entre guillemets plus responsable et de mettre comme ces personnes en danger, en fait, dans un endroit où elles sont de fait plus vulnérables. Est-ce que c'est des questions qui sont traitées dans les espaces militants? Est-ce que, du coup, peut-être vous allez me répondre, oui, mais faut donner l'autonomie aux personnes elles-mêmes et savoir si elles sont conscientes de ça. Mais même s'il y a ça, par exemple, typiquement, s'il y a une manif et qu'il y a une personne en situation de handicap qui se fait particulièrement frapper, blesser, je pense que en tant que personne d'un collectif, je me sentirais plus responsable, en fait. Donc, est-ce que c'est quelque chose à partir duquel, pour vous, on doit travailler, ou est-ce qu'il y a quelque chose comme, en fait, comment dire, le fait de rendre accessible, ça neutralise un petit peu les rapports Vous voyez un peu ce que je veux dire ou pas? Je suis désolée, c'est difficile à exprimer. Donc, voilà, je vais m'arrêter là. Oui, merci pour la question et le commentaire. Là. En fait,
rapidement comme ça, je pense au concept du capacitisme. L'idée comme quoi il y a une marginalisation basée sur le handicap qui est structurelle, systémique dans nos sociétés. Puis, en tout cas, dans les situations que j'ai vécues depuis que je travaille chez Execo, en général, les gens sont plutôt reconnaissants des efforts qui sont faits justement pour atteindre l'accessibilité universelle. Puis, il faut réfléchir aussi au fait que ces gens-là ne sont pas nécessairement un groupe à part, mais font partie de la société. Puis, c'est pas l'accessibilité universelle, comme je disais, ce n'est pas un concept qui touche seulement les personnes en situation de handicap, mais ça crée un contexte qui est accueillant pour tout le monde. Après, les personnes en situation de handicap, elles ont développé des réflexes, des habitudes. Ils savent souvent à quoi s'attendre. Ils s'attendent souvent au pire, malheureusement. Fait que de faciliter leur vie pour qu'elles puissent participer, c'est déjà un bon effort de leur part. Puis elles-mêmes, en général, prennent leurs propres recommandations. Moi, ça crée des enjeux de mobilisation, c'est certain. J'ai plusieurs militants qui ne participent pas à nos actions dans la rue parce qu'elles ne sont pas tolérantes à ce risque-là. Puis elles prennent cette décision-là volontairement et elles s'impliquent autrement dans nos activités. Notamment, elles vont participer aux rencontres qu'on va faire. Elles vont participer aux rencontres sur Zoom. Il y en a certaines qui vont venir à nos bureaux, mais ils n'iront pas dans la rue parce que pour elles, c'est trop de risques, trop de gestion à faire. Il y en a d'autres qui sont plus militantes, d'autres personnes que, malgré les difficultés qu'elles peuvent frapper, le risque, elles vont être tolérantes au risque, puis elles vont supporter des fois le fait qu'il y a eu des oublis, il y a eu des difficultés rencontrées, etc. Mais je pense qu'on a tout à gagner à faire tous les efforts possibles. Puis, je ne pense pas que légalement, il y a une responsabilité de la part d'organisateurs au niveau de la santé. Je pense qu'idéalement, oui, il faut créer un contexte sécuritaire pour les personnes, mais je ne pense pas que vous seriez tenu légal si. Ah non, je ne parlais pas du tout en termes ouais, légal. okay, c'est pas du tout ce niveau-là qui m'intéressait. C'était plutôt en termes communautaires, justement, de gestion de l'éthique, de la responsabilité, des émotions, enfin, voilà, tout ça. Et puis, j'ai une deuxième question et je vais laisser parler les autres personnes. Moi, je voulais savoir si il y avait de l'accessibilité qui était offerte pour les personnes en situation de handicap, mais plutôt à un niveau moins physique. Typiquement, les personnes qui pourraient être overstressées dans des manifestations, des personnes qui pourraient faire des crises d'angoisse, des personnes qui sont dans des états, je ne sais pas, post-dépressifs, des choses comme ça. Est-ce que ça existe déjà? Est-ce qu'il y a des guides? Parce que là, j'ai l'impression que vous avez présenté comme un guide très concret, hyper applicable demain. Et est-ce qu'il existe un peu la même chose ou est-ce qu'il y a des groupes de travail qui sont en cours sur toutes les personnes qui sont neurodivergentes en fait et qui sont aussi militantes? Je vais vous avouer que c'est vraiment pas ma spécialité, fait que je connais vraiment moins ce domaine-là. Je connais des organismes, par contre, qui travaillent dans ce contexte-là, puis je pourrais assurément trouver des références pour vous aider là-dessus, ou des partenaires qui pourraient mieux répondre à la question que moi, parce que c'est vraiment ma spécialité. J'ai nommé quelques petits éléments qui en font partie, là, notamment prévoir des aires de repos, prévoir des lieux de restauration, des lieux où on peut s'isoler, par exemple, quand on est en situation de crise, par exemple. Ça fait partie des éléments, mais je ne me sens pas légitime de répondre à cette question-là particulièrement. Puis il y a aussi un élément par rapport à la première question que j'ajouterais là. Idéalement, c'est d'avoir quelqu'un en situation de handicap qui peut aussi participer aux décisions qui sont prises dans l'organisation de l'événement. C'est l'idéal. Si vous avez avec vous quelqu'un qui se connaît et qui pourra vous aider à répondre à vos questions, à aller sur le terrain avec elle pour voir le terrain, ben c'est une ressource incroyable. Moi, j'ai des collègues de travail qui sont en situation de handicap. Quand je fais mes tournées terrain, ça va arriver pas mal toujours que je vais les inviter à venir avec moi. Parce que moi, je suis pas en situation de handicap. Je suis ambulant, je ne suis pas neurodivergent. Fait que je ne connais pas intimement ces difficultés-là. Je peux les comprendre théoriquement, mais il faut les vivre pour être vraiment au courant de ce que ça implique. D'inviter quelqu'un qui va pouvoir expérimenter l'espace, le milieu, l'événement en amont, ça reste l'idéal. Puis il faut savoir aussi, une dernière nuance, là, une personne en situation de handicap ne représente pas toutes les personnes en situation de handicap. Je dis ça parce qu'on a beau inviter quelqu'un qui va nous accompagner, qui connaît bien sa propre situation, mais ça reste sa situation à elle. J'ai des membres en situation de handicap qui sont en chaise roulante manuelle, d'autres en chaise roulante électrique, etc., d'autres qui déambulent. Fait qu'il y a des nuances encore à ce niveau-là à garder en tête. C'est exactement comme la problématique des personnes racisées. En fait, on a l'impression qu'on invite une personne racisée dans un groupe et qu'elle va avoir toute la connaissance et qu'elle va représenter la totalité de tous les groupes racialisés du monde. Quoi. Donc, je pense qu'il y a des similarités un petit peu entre les luttes. Absolument. Merci.
Ok, je vais faire ça vite parce que je dois aller couper, j'ai comme un peu de temps pour couper. Tout à l'heure, en fait, je m'excuse, je vais comme parler un peu de linguistique parce que c'est comme mon domaine de spécialisation et c'est moi qui fais le guide interne du HUB, c'est celui des procès. Les centres que tu as présentés précédemment, du moins, ça va peut-être nourrir une réflexion auprès de l'organisme pour lequel tu travailles. Mais le E majuscule, souvent, c'est interprété comme de la féminisation. Quand on parle d'écriture inclusive, on parle aussi d'intégrer les personnes non-binaires dans la langue, que tu mentionnais d'ailleurs au début. Donc, les doublons et le E majuscule, ça ne représente pas les personnes non-binaires dans la langue. Moi, c'est pour ça que je favorise, par exemple, l'emploi des termes neutres. Aussi, ça permet de ne pas mégenrer des personnes lorsqu'on fait référence à ces personnes. Donc, je te suggère fortement de lire le guide que j'ai conçu pour le Hub, que je pense qu'il est très complet. Je ne sais pas qu'il l'a utilisé à ce jour, mais je pense qu'il est quand même complet. Puis, si jamais tu as des questions supplémentaires à ce sujet, tu peux prendre mon nom en note ou Zoya me connaît vraiment bien. Donc, ça me fera plaisir de jaser de ce sujet. Tu me fais vraiment Ben, merci pour ton intervention. Puis, il y aurait comme une personne qui a travaillé là-dessus pour mieux comprendre la situation. Moi, j'ai fait. Je me suis inspiré de tout ça, mais effectivement, tu as raison, la féminisation, ça exclut les personnes qui non-binaires notamment. Là. C'est un enjeu même chez Execo. Là. On veut utiliser le pronom YEL, mais ça certains membres qui ont des résistances à ça. Fait que, effectivement, mais merci du commentaire. Puis assurément, je vais aller voir le site du Hub pour me pencher un peu là-dessus. Merci beaucoup. Ouais, non, merci vraiment pour la présentation. C'est super intéressant. Merci. Hein. Est-ce qu'il y avait d'autres questions ou commentaires? Ah, c'est drôle, je vois des camarades dans les participants et participantes, c'est le fun. Ah, oui, Albert. Hein? Ben, c'est peut-être un scénario très hypothétique, puis en tout cas, j'imagine que c'est ça, mais je veux dire, souvent dans les manifestations, il peut y avoir des situations d'escalade assez rapides puis qui échappent au contrôle des personnes organisatrices. Fait que je demandais, dans ces situations-là, comme est-ce que les bénévoles devraient être prêts à faire quelque chose? Tu sais, est-ce qu'il y a un moyen d'anticiper ça pour au moins que, en tout cas, je ne sais pas, mais rendre ça moins rough quand la répression se pointe de manière inopinée? C'est une méchante bonne question. Il y a des incontrôlables comme ça, des fois qu'on a de la difficulté à prévoir. Ça arrive par contre qu'on est capable de voir en amont si une action risque de devenir violente. Là. Il y a certaines manifestations qu'on s'attend à ce qu'il y ait des black blocs, on s'attend à ce qu'il y ait des confrontations avec la police. Ça peut être bon des fois d'aménager peut-être des espaces différents, justement, où que des gens qui sont moins à l'aise avec la violence ou qui n'ont pas les moyens de s'en sauver puissent participer à l'événement, mais sans être à proximité de ces zones de risque-là. Je pense qu'il faut passer justement à la géographie un peu de notre activité, là. C'est-à-dire vraiment essayer de séparer les deux parce qu'effectivement, dans les moments de violence possibles, nous, nos membres, ont plutôt tendance à vouloir éviter ces situations-là parce que, comme tu le soulignes, ils n'ont pas nécessairement les moyens de s'en sauver là, si c'est nécessaire. Je t'avoue, c'est pas, dans mon expérience avec Execo, c'est pas arrivé encore, puis on ne s'est pas vraiment beaucoup penché sur cette question-là. Là. Parce que je ne ferai pas de jugement de valeur là-dessus, mais nos actions en général sont non violentes. Pour le mieux ou pour le pire, là, nous, nos méthodes en général, on fait de l'action directe dérangeante, mais on évite en général la confrontation puis la violence.